classique. Pourquoi un film sur l'infertilité dans ton pays? On connaît. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur cette question? Un film sur l'infertilité, je disais la présomption de l'infertilité, parce qu'en fait, tous les gens que j'ai filmés dans le film, il y a aucune de ces femmes dont les examens ont prouvé qu'elle est infertile. Mais c'est plutôt la question de la présomption. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, quand il y a un problème d'enfant qui se pose dans un foyer, tout de suite, celle qui est accusée, c'est la femme, tout simplement parce qu'elle est le réceptacle de la vie. Et aussi, pourquoi un film sur l'infertilité? D'ailleurs, ce qui est paradoxal, parce que je viens d'un pays là où on bat le record mondial de la fertilité. C'est un pays là où une femme a en moyenne 7,6 enfants. Et donc, être dans un pays comme celui-là et ne pas avoir un enfant, donc c'est entre guillemets hors norme en fait. Donc, c'est du fait qu'on est dans une société là où il y a beaucoup de tabous et de non-dits. C'est assez difficile de parler de ces questions-là, donc il fallait vraiment un support qui pouvait permettre à ce que les gens arrivent à communiquer autour de cette question, quand je l'ai remarqué tout simplement, parce que quand je faisais mon parcours pour cette question du désir de maternité, j'ai rencontré beaucoup de femmes et j'ai remarqué qu'en fait, une femme, quand elle n'a pas d'enfant, c'est une femme qui a une envie folle en fait de se raconter, une folle envie de parler d'elle. Donc c'est comme ça que j'ai pu convaincre quelques-unes de ces femmes-là à accepter de témoigner par rapport à leur vécu pour se faire entendre tout simplement. Et quand tu dis accepter parce que ça a été difficile, tu as rencontré des réticences, tu as rencontré des freins? Oui, ça a été difficile parce que la plupart des gens au départ qui devaient être dans le film m'ont abandonné à mi-parcours parce que j'ai mis quand même 2 ans et demi en train de l'écrire. Donc de la recherche documentaire en passant par l'écriture, la recherche du financement et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai utilisé pas mal de procédés pour pouvoir arracher entre guillemets les témoignages. J'ai filmé quelques-unes du dos, il y a d'autres qui j'ai convaincu à appeler au niveau de la radio pour faire des témoignages et d'autres ont préféré écrire une lettre et tout ça. Donc j'ai tenu à les faire, c'est pourquoi je me disais, un film c'est pas forcément filmer quelqu'un à visage découvert, on peut aussi prendre des témoignages de 1000 façons. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à le faire comme il se présente comme ça, de cette façon. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci, c'était très émouvant. Lors du témoignage d'une des femmes, je crois celle qui a parlé aux radios, c'était une deuxième femme déjà. Et son mari, il avait déjà 5 ou 6 enfants. Et pourtant, il l'insultait et il lui reprochait le fait de ne pas lui avoir d'autres enfants. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on se marie juste pour avoir des enfants? Donc même la deuxième femme, elle est là juste pour ce rôle. Oui, en fait, il y a au niveau aussi de toutes les façons, on se marie pour avoir des enfants ou pas, c'est la question que je me posais aussi. Mais son cas aussi est d'ailleurs, parce qu'après elle a divorcé, et quand elle a divorcé, elle s'est remariée et elle était tombée enceinte, mais elle a perdu son bébé. Donc pour montrer un peu le paradoxe, en fait, puisque la plupart du temps, quand une seconde épouse qui arrive dans un foyer là où il y a déjà des enfants, et quand elle n'arrive pas à avoir un enfant, tout de suite aussi, elle s'est dit que c'est moi qui n'arrive pas à donner la vie. Alors qu'au cours de la vie, l'homme peut être victime de
de l'infertilité secondaire. Donc je crois que c'est le cas de son foyer, parce qu'elle était mariée avec quelqu'un qui a déjà des enfants, mais quand elle est arrivée, son dernier enfant avait déjà 14 ans. Donc après, son épouse n'avait plus eu d'enfant. C'est pour ça, je crois qu'il avait pris une seconde épouse. Donc pensant que c'est sa femme, en fait, qui n'arrivait plus à donner la vie. Donc il s'est avéré qu'après, quand elle a divorcé, elle s'est remariée et elle était tombée enceinte. Donc peut-être c'est un cas aussi de l'infertilité secondaire. Tout comme ça peut être le cas aussi avec des femmes, l'infertilité secondaire aussi. Donc comme on est dans une société là où en fait une femme ne peut se prévaloir que quand elle est mère et épouse, donc ce qui fait que souvent quand l'enfant ne vient pas, il y a toujours ces genres de difficultés qui se posent. Bonsoir et bravo, c'est vraiment un superbe documentaire. Alors justement, c'était ça qui m'intriguait, moi, c'était de savoir comment, quand on est femme dans un pays comme le Niger, où une femme n'a même pas le droit d'aller dans le cimetière, ça fait déjà tout un bazar. Alors comment peut-elle oser s'exprimer au cinéma? Quel est ce cheminement et comment avez-vous réussi à exprimer cette volonté et à accomplir cet acte? Bon, c'est comme je l'avais dit auparavant, en fait, il fallait expliquer à toutes ces femmes-là l'intérêt de faire ces films-là pour que ça amorce un changement de mentalité par rapport à toutes les questions. D'ailleurs, pas que les questions de l'infertilité, toutes les questions par rapport au non-dit et au tabou qui entourent les questions de condition de la femme. Donc, non seulement il y avait mon parcours qui a permis à ces femmes-là d'avoir confiance, parce que bon, quand on fait un film là où on est un fil conducteur, donc après les femmes n'ont plus cette question de comment elle va faire de notre image et où est-ce qu'elle va amener nos images. Je crois que ça a convaincu les femmes. Et aussi mon film que je fais à l'école, qu'elles ont vu, ont permis aussi à ces femmes-là de faire un peu confiance et de se dire que bon, elle n'est pas là pour faire du mal. Parce que c'est un film, en fait, au fur et à mesure que j'écris le film, je pars voir ces femmes-là pour leur dire voilà comment je compte raconter l'histoire. Et après aussi, l'écriture, à chaque fois, j'explique aux femmes, en fait, pour ton cas, voilà comment je compte le faire. Est-ce que ça te convient de te raconter comme ça? Et il y a une femme qui était dans le film qui avait mis un voile, comme ça, qui était presque bon. Elle était convaincue, en fait, je l'ai convaincue à témoigner. Mais elle-même, elle était consciente qu'elle allait être reconnue dans le film. Mais elle me disait qu'en fait, le fait de mettre le voile de cette façon, c'est une façon aussi d'éviter les critiques de gens qui me connaissent. Elle dit, bon, ils vont se dire que la pauvre, elle n'a pas envie qu'on la reconnaisse, mais on l'a reconnue. Donc elle savait qu'en fait, mais juste elle l'a fait pour mettre un peu une glace entre elle et les critiques sociales. Donc voilà comment je fais pendant 2 ans. Avec des années, il y avait eu un vrai travail d'immersion avec toutes ces femmes-là et qui finalement ont compris en fait l'intérêt de faire un film par rapport à cette question et elles ont accepté de faire le témoignage chacune selon ses convictions. De faire le film. Parce que c'est ma vie, c'est mon histoire. C'est vrai, c'est un film c'est un projet qui a une histoire parce qu'au début, quand je suis rentrée à l'université Gaston Berger, c'était pas le projet que je devrais développer à l'école. C'est un projet que j'ai développé pendant que j'étais au Sénégal, là où je fais mon Master 2. Donc il fallait écrire un projet professionnel à soumettre à une rencontre internationale. Bon, il y a une sélection, c'est vrai, c'est pas tous les étudiants qui arrivent à passer. Donc, il fallait aussi réaliser un film d'école et avec les notes des classes, c'est les 3 qui sanctionnaient le master en fait. Donc, je suis rentrée avec le projet que j'avais soumis pour la sélection au niveau de Africadoc. C'est une bourse de la région du Pays de la Loire. Donc, j'avais soumis mon mémoire de fin d'études sur le conflit foncier et l'immigration que j'avais fait lors de ma maîtrise en sociologie.
Bon, après avoir discuté avec 3 de mes enseignants qui m'ont encadré à l'université, ils m'ont fait savoir qu'en fait c'est un film qui demande un gros budget et avant d'avoir une carte, entre guillemets, de visite, ça va être difficile de réaliser un film comme une adaptation en fait d'un mémoire. Donc c'était la veille de la deadline pour le dépôt du projet. J'étais en même temps en fait un peu triste toute la semaine parce que j'avais reçu la nouvelle d'une amie aussi qui a perdu la vie en couche. Et donc après j'étais là, je me suis posé la question, mais pourquoi tu ne fais pas un film documentaire sur la mortalité maternelle au Niger? Donc c'était comme ça que j'ai soumis 3 pages, je pense, juste comme ça, sur la mortalité maternelle, donc une histoire de ma mère et de ma copine. Bon, au fil du temps, quand je suis rentrée, après, il y avait la question qui s'est posée avec beaucoup plus d'acuité dans mon foyer parce que c'était la 3e année de mon mariage. Le bébé ne venait pas, donc il y avait toutes ces questions-là qui revenaient avec force. Et j'ai commencé à faire tout le parcours du combattant, aller voir des médecins, des cliniques en clinique. C'est là où j'ai commencé à rencontrer des femmes. Et après, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est pas aussi l'occasion peut-être de voir si ça peut marcher, de faire un parallélisme entre l'histoire de ma mère et entre 2 morts en fait, une mort sociale et une mort physique. Donc l'histoire de ma mère qui est morte en couche et mon histoire d'une femme qui à l'époque était mariée et qui n'arrivait pas à avoir un enfant. Donc c'était comme ça que j'ai convergé le projet de la mortalité maternelle vers la question de la présomption de l'infertilité. Qu'est-ce que ça donne? Donc c'était comme ça que le projet au fil du temps avait évolué pour aller vers la question de l'infertilité. Donc, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de questions par rapport à la question de l'infertilité. Il y avait des questions politiques, il y avait une polémique qui avait alimenté un moment le monde politique aussi du Niger avec la question des bébés importés. C'était beaucoup de questions. Donc après, j'ai dit, bon, peut-être je vais essayer de voir si ça peut marcher parce que c'est pas toujours évident en fait de croiser 2 histoires et en faire un film. Donc c'était comme ça que le projet avait évolué. Quand tu dis à l'époque, c'est quelle époque? Tu peux nous situer un peu? À l'époque, c'était en 2013. D'accord. Ouais. Bon, merci. Ça passe? Ah bon, d'accord. Félicitations. Vous avez bravé quelque chose qui mérite toute l'estime qu'on peut avoir pour vous. Dans une société dont la pesanteur est lourde, oser aborder l'infertilité des hommes, c'est très délicat. Et c'est vrai, en général, quand il n'y a pas d'enfant, c'est la faute à la femme. A priori, hein, pas pour tout le monde, hein, mais a priori, c'est ça. Et vous avez osé aborder ce problème malgré la pesanteur de la société. Donc vous avez l'estime et l'appréciation de tout le monde. Et je comprends que ce film ait obtenu des prix. Parce que vous avez abordé des sujets tabous. Est-ce que maintenant, si on prenait ce film, est-ce que la société nigérienne accepterait de faire véhiculer ce film pour en faire une pédagogie dans les établissements secondaires, pour que les gens prennent conscience de la réalité des faits et que certains tabous sautent. Enfin, je souhaite, hein. Malheureusement, il y a quelque chose que je regrette. S'il y avait une collaboration ou une mutualisation au sein de l'Afrique, pas du nom de l'Afrique, c'est un film qui pourrait passer partout. Parce que je pense que l'infertilité masculine, c'est un tabou. En général, c'est la femme qu'on accuse. Bon, ce film montre qu'en fait, ce n'est pas si tranché que ça. Est-ce que au niveau du Niger, il y a possibilité de faire des démarches pour que ce film serve de pédagogie? Toutes mes félicitations pour la réussite. Merci.
Merci beaucoup. Pour en faire une pédagogie, j'avoue que ça va être très très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que déjà, en fait, le politique est plutôt dans le sens contraire du langage du film. Parce que actuellement, on est en train de converger vers quelque chose qu'on appelle les dividendes démographiques qui passe par la question du freinage, entre guillemets, de la natalité. Donc actuellement, c'est la politique de l'État et il y a un gros projet qui s'appelle le Suède sur la question du dividende démographique et de l'autonomisation de la femme qui passe à travers la question de la limitation des naissances. Donc, en faire un outil pédagogique, je ne pense pas, mais quand même c'est un film qui a beaucoup circulé au Niger parce qu'il a fait quand même objet d'une vingtaine de projections dont le gouvernement en a fait à travers le ministère de la Renaissance culturelle et de la modernisation sociale, et aussi des particuliers ont organisé des projections dans des familles, dans un salon, on regarde et puis on discute, parce que c'est une question qui fait rage actuellement, parce que bon, il y a beaucoup de cas qui se présentent comme ça, et beaucoup de foyers se posent des questions. Il y a d'autres qui n'ont aucun problème, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais il y a d'autres dont la médecine n'arrive pas en fait à prononcer un mot là-dessus. Et il a aussi été projeté dans quelques écoles de santé, parce que c'est une question de santé aussi. Et aussi, il a fait objet de projections par des scientifiques à travers le laboratoire des sciences sociales de l'ASDEL, qui en a aussi fait des projections à des étudiants qui sont en train de faire de l'anthropologie de la santé. Et il est passé aussi dans quelques lycées au niveau de Niamey et un peu partout aussi en Afrique. Donc, j'en ai fait des projections au Sénégal, un peu au Maroc. Il a vraiment circulé, il a très bien circulé. Je crois qu'il a fait plus de 70 festivals. Et donc, il a fait aussi objet des projections par des associations en Afrique, en Europe et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Voilà, et objet pédagogique, je ne pense pas, c'est pas... puisque à un moment, j'ai été contactée par une cellule qui s'appelle la cellule JAR du gouvernement, qui me disait qu'ils allaient faire une projection foraine pour l'amener au niveau de toutes les régions du Niger. Mais après, le projet s'est arrêté. J'ai contacté plusieurs fois, je n'ai pas eu de suite. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je me dis, il y a une raison derrière tout ça, parce que bon, il y a l'engagement aussi de notre État qui est ratifié par rapport à cette question du dividende démographique. Donc, c'est normal, on ne peut pas faire une chose et son contraire en même temps. C'est un film très émouvant. Mais ce qui m'a surpris aussi beaucoup, c'est la parole des femmes. Alors du coup, je ne sais même plus si on l'entendait en français ou si la langue était compréhensible même avec les sous-titres. Et alors, moi, j'aurais peut-être deux... ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, mais là, vous avez déjà donné beaucoup d'explications, c'est la parole des hommes dans ce film. Et elle est toujours très instituée, en fait, hein, soit par la radio, mais ça vous l'avez expliqué, soit par le médecin, ou soit par l'imam. Hein. Et j'ai pas vu d'autres hommes, mais c'était super intéressant de voir ces trois discours, en fait. Et peut-être le discours religieux était aussi un discours sacrément intéressant de libération. Alors du côté des femmes, ce que j'ai trouvé vraiment absolument surprenant, alors ça je ne sais pas si c'est en français ou en haussa, mais il y a une crudité, on ne se masque pas derrière les paroles, c'est qu'on va direct. Et là c'est superbe, parce qu'on sent, là il n'y a même plus besoin de langue, on sent tout de suite ce qui rapproche, ce qui nous amène aussi à entrer dans la vie de celle
qui expose, et on n'y rentre pas du tout d'une manière voyeuse, hein, si je peux m'exprimer, ou d'une manière à côté, on y rentre pleinement humainement, en fait. Et ça, je trouve que même les mots, qui quelquefois sont des mots crus, hein, qui sont des mots, on passe pas... ça amène une dimension vraiment au film que je trouve vraiment, vraiment riche de tous ces points de vue. Encore une fois, merci. Merci. Bon, c'est une contribution. En fait, la parole, c'est comme je l'avais dit, quand on a une soif de parler, je crois qu'on ne passe pas par 1000 chemins pour le faire. Du fait que c'est tout simplement une question humaine, c'est une question intime. Il y a un certain moment, quand on arrive à briser la glace et à se convaincre qu'on a envie de parler, et, on se lâche. D'ailleurs, il y a beaucoup plus cru que ce qu'on avait. Bon, il y a un montage à faire aussi. Donc, il fallait aussi protéger ces femmes-là qui ont voulu témoigner. C'est pour cela que j'avais un peu temporisé, en fait, le discours de ces femmes-là, parce que, bon, à un certain moment donné, je crois qu'il y a eu une certaine révolution au fil du temps. Parce que c'est des femmes, quand même, qui ont un parcours. Quand on fait des examens, quand on va voir des médecins, et que pour un simple examen de spermogramme, son homme refuse tout simplement d'aller voir un médecin, c'est révoltant. Donc, elles avaient conscience de la caméra, parce que c'est des femmes quand même, pour la plupart qui ont été à l'école, qui ont conscience que c'est un film, ça va voyager et tout ça, donc elles ont accepté et de témoigner. Donc voilà pourquoi toute cette question. Et la question de l'imam, en fait, c'est une question qui me tenait à cœur. Quand on avait discuté avec Halima qui a écrit la lettre, en fait, d'ailleurs c'est une décision, c'est pour ça que le film, en fait, il parle au nom de toutes les femmes, celles qui figurent dans le film et celles qui ne sont pas dans le film mais qui nous ont accompagnés tout le long du film. Parce qu'à un moment donné, on se disait que c'était presque un club, en fait. Puisque quand on se rencontre chez un médecin, après on devient tout de suite des amis, on s'appelle deux fois quand on a besoin de pleurer, on se rencontre toutes, il y a une qui a besoin de raconter une histoire, une maltraitance, à un baptême, à un mariage et tout ça. Donc c'était des femmes au fil du temps qui se sont fait confiance et qui se sont dit, en fait, oui, les films, il faut le faire. Le cas d'Halima que je voulais raconter dans la lettre, par exemple, son mari était partant de figurer dans le film parce que je trouvais quand même un truc assez intéressant dans leur famille. C'est une femme qui avait découvert au bout de 7 ans de mariage que son homme ne pouvait pas, en fait, donner la vie et qui a tenu à garder le silence, le secret, et au niveau de sa famille et la famille de son homme aussi. Elle a tout fait pour lui donner son divorce. Elle a dit non. On s'est choisi parce qu'ils ont étudié ensemble quand même. Ils ont fait, je crois, ils étaient restés pendant 17 ans. Et quand ils se sont mariés, il s'est rendu compte qu'en fait, il a un problème d'azoospermie. Et quand ils ont fait des examens, il lui a dit, bon, écoute, je crois que le meilleur des choix, c'est que tu partes te remarier avec quelqu'un d'autre. Et elle a refusé. Bah, entre-temps, il y avait sa belle famille qui lui faisait trop de choses. Et c'est un chercheur, en fait, son époux. C'est vraiment un couple. Elle est laborantine. Et au moment où il venait en France pour un colloque sur la question de santé, et il y avait sa mère qui avait profité pour convoquer son épouse à l'association islamique, qu'elle a envoûté son fils, qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser pour prendre une autre, parce qu'elle n'arrive pas à lui faire un enfant. Et donc, du coup, ces jours-là, Dieu faisant bien les choses, il avait raté son vol. Il fallait attendre 48 heures. Et quand on avait convoqué son épouse, naturellement, il l'a accompagné parce qu'il ne savait pas, en fait, ça vient de qui. Et c'est là où il s'est rendu compte que c'est sa belle famille. Et le fils, qui était vraiment très sidéré, avait dit à sa mère que, bon, comme il en est ainsi, voilà, et je n'arrive pas à donner la vie. Mais mon épouse tenait à ce qu'on te cache ça pour que tu ne sois pas triste. Elle ne l'a pas dit, ni à sa famille, ni à la mienne. Et donc la mère, elle ne savait pas quoi faire. Donc, et sa famille, en ce moment-là, quand la mère a commencé à lui dire oui, elle s'excuse et tout ça, sa tante à elle, elle lui a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc nous, tout de suite, et maintenant, on demande un divorce. Donc c'était comme ça que les familles les ont séparés pendant 3 ans. Aucun des deux ne s'est remarié. Et c'est des amis à eux qui les ont réconciliés lors d'un baptême
d'un couple en fait avec lesquels ils étaient devenus amis à Dosso. Donc ils sont partis tous là-bas et après la bande d'amis les a réconciliés. Et après ils sont retournés ensemble et ils ont demandé une garde auprès de son frère, à lui, l'époux, et elle auprès de sa soeur. Donc, ils ont 4 enfants qu'ils élevaient. Donc, j'avais voulu raconter cette famille-là pour montrer un bon exemple. Bon. À la dernière minute, il m'a dit que sa mère ne voudrait pas encore, l'époux. Donc, du coup, Halima me disait, elle veut qu'elle fasse un témoignage pour que ça fasse école au niveau d'autres foyers. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, mais alors, comment faire pour que ton témoignage soit fait autrement, pas à la radio, pour qu'on rencontre aussi d'autres sphères. Donc c'était comme ça qu'on avait dit, bah, écoute, tu fais une lettre et on l'amène au niveau de l'école coranique, là où on va rencontrer un chef religieux. Et on avait choisi d'aller dans cette école coranique parce que l'imam en question, en fait, il fait partie des gens qui prononcent la sentence par rapport à la question du divorce au niveau de l'association islamique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette école coranique et on l'a amené et on savait aussi que c'est quelqu'un en fait au niveau de l'association islamique parce qu'il y avait eu un travail en fait de recherche qui est au niveau de l'association islamique, c'est quelqu'un qui arrivait quand même à donner du courage aux femmes. Et quand une question se pose tout de suite, il ne tarde pas en fait à appliquer la loi parce que bon, souvent il y a le culturel qui influe et qui empêche à d'autres imams d'appliquer la loi telle qu'elle est dite dans le Coran en fait. Et lui, il ne passe pas par mille chemins. Voilà pourquoi nous on avait, moi j'ai opté pour le choix du Cheikh Ismaël, qui est quand même quelqu'un dont les femmes apprécient beaucoup par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à des questions qui engagent les questions du condition de la femme. Oui, moi j'ai une question. Tout d'abord, je vous félicite pour le travail que vous avez fait, puis de nous permettre de rentrer dans l'univers et dans l'intimité de ces femmes et puis de les entendre avec cette liberté de parole qu'elles ont malgré tout. Et donc ma question concerne un petit peu le rapport qu'il y a entre la société nigérienne au niveau social et puis l'adoption. C'est-à-dire, je sais que dans certains pays d'Afrique occidentale, par exemple au Mali, l'adoption internationale n'est plus autorisée depuis quelques années. Et donc, il y a des enfants qui sont dans des orphelinats et qui ne sont pas adoptés. Et donc, est-ce que dans le cas d'infertilité, comme ça dans les couples, est-ce que les couples en Afrique occidentale pensent à l'adoption? La question de l'adoption internationale, en fait, ça n'existe pas au Niger. Mais plutôt, elle existe autrement, mais ce n'est pas de l'adoption parce que l'enfant, il garde en fait son nom de famille. Et c'est plutôt une garde d'enfant. Pour la plupart des cas, d'ailleurs, même s'il n'y a pas une question d'infertilité qui se pose souvent, nous, on a tendance en fait à prendre en charge, soit quand il y a un enfant qui est en difficulté, que ce soit d'un ami, d'un parent proche ou éloigné, donc les gens ont l'habitude de demander la garde d'enfant. Donc pour la plupart, les femmes que j'ai, par exemple Nadia, elle a accueilli, pendant qu'on faisait le film, une fille qu'elle avait demandé au niveau d'un orphelinat à Agadez, qu'elle avait accueilli dans sa famille. Et aussi, Halima aussi, elle garde quelques enfants de sa famille avec elle, mais ce n'est pas une adoption comme ça se fait ici en Europe en fait. Ça n'existe pas au Niger, l'adoption internationale. Merci beaucoup pour ces films. Moi, j'ai trouvé les films là très très beaux. C'est vrai que de voir les couleurs, les sables du Niger comme ça, de voir aussi les relations entre les gens qui sont filmés de très très près, dans les familles, les enfants. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau travail en fait, d'un point de vue artistique. Enfin, sensibilité, je dirais pas artistique parce que l'art ça se discute. Mais moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions en regardant ces films. Et je pense que c'est un sujet qui est difficile, effectivement, mais c'est bien que vous l'ayez
vous avez commencé à travailler parce que les sociétés africaines, notamment de l'Ouest, qui sont des sociétés musulmanes, hein, des sociétés traditionnelles aussi, ben, sont parcourues par... En fait, il y a beaucoup de problèmes, quoi, en fait. Et la plupart des problèmes reposent essentiellement, proviennent de la condition de la femme, en fait, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, au Sénégal. En fait, ces problèmes, c'est vrai que s'ils ne sont pas traités de fond, clairement, oui, nos sociétés là, ont du mal en fait, à évoluer du fait de la condition de la femme, quoi. Donc moi j'ai dit bravo, vous avez fait un très très gros travail et je vous souhaite vraiment de continuer à traiter ces sujets-là qui sont nombreux, qui sont très difficiles. Et bravo et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, monsieur qui vient de s'exprimer a ouvert un petit peu la brèche d'une question que j'avais envie de vous poser, en vous souhaitant de continuer à faire de beaux projets comme ça. Est-ce que professionnellement, est-ce que vous continuez à travailler dans le monde du documentaire? Oui, je continue à travailler dans le domaine documentaire. Je fais en même temps des documentaires d'auteur, mais aussi je fais des films de commande avec quelques amis à moi, surtout toujours sur les thématiques en fait, parce que bon, on a presque une ligne éditoriale qui traite que des tabous et des non-dits pour la plupart du temps, parce que bon, aussi on travaille sur les mariages précoces, les mariages forcés, on travaille aussi sur les questions et de la planification familiale en fait. Et maintenant on est en train d'aller vers la question de l'éducation à l'image. En fait, comment traiter des problèmes sociaux à travers l'image. Et on est sur un grand projet, sur un vaste projet, sur beaucoup de thématiques qui sont tabous et dont on se pose des questions, comment les aborder sans pour autant heurter la sensibilité du culturel, du religieux. Donc on a trouvé un canal qui est l'éducation à l'image à travers plein de procédés par des marionnettes, des contes, des films documentaires. Donc on est sur ce travail actuellement. Et par rapport aux films d'auteur, actuellement je suis sur un autre projet, un long métrage documentaire aussi sur bon, un sujet aussi qui est tabou entre guillemets. Et là je travaille sur bon, là je vais investir en fait les milieux de jeunes gangs. Et en janvier 2015, après l'attaque du Bataclan, après les événements Charlie Hebdo, il y avait, après la marche en fait du soutien, il y avait eu quelques ripostes au niveau de quelques pays, dont les miens. Donc au niveau de ma région, il y avait eu une dizaine de morts. Et donc je suis en train d'aller sur les traces de Charlie Hebdo pour questionner en fait les questions des villes. Comment la ville peut changer, par exemple à travers la ville des Anders, qui était un havre de la paix, que j'ai connu étant enfant, là où j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans, et qui est en train de devenir une ville qui m'échappe de plus en plus en fait. Donc j'ai envie de raconter ces changements de cette ville-là qui est en train de devenir un no man's land, et qu'il fallait raconter pour peut-être voir dans quelle mesure le politique pouvait agir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour plusieurs raisons. Parce que actuellement, avec la question de l'immigration, avec les bureaux de poste qui sont en train d'être installés à Agadez, à Zender, il y a beaucoup de gens qui passent par Zender pour aller à Agadez et qui sont bloqués. Quand ils sont bloqués au niveau de Zender, ils ne continuent pas. Il y a d'autres qui ont honte de retourner. Et du coup, ils restent au niveau des Anders et il y a une certaine violence qui est emportée. Et il y a un certain changement qui est en train de s'opérer au niveau de cette ville-là où de plus en plus on voit des phénomènes nouveaux. C'est le cas des violences comme des viols, des filles qui sont enlevées, violées et aussi des meurtres qu'on voit deux fois. Et donc j'ai envie de questionner cette ville-là par rapport
par rapport à comment elle est en train de changer petit à petit. Donc à travers le prétexte de Charlie Hebdo qui a rendu ma très chère ville tristement célèbre en fait, parce qu'il y a tellement de journaux qui se sont saisis, qui ont raconté plein de choses. Donc j'ai envie d'aller questionner par rapport à toutes ces choses-là qui sont en train d'être racontées à tort ou à raison. Donc c'est un film en fait d'enquête pour découvrir comment une ville peut changer d'un havre de la paix à un no man's land. Donc voilà, c'est sur quoi je suis actuellement. Donc je suis passée par un laboratoire à Ouagadougou, là où je l'ai présenté pour la première fois, et j'avais eu des mentors qui m'ont accompagné. Et bon, après c'est une rencontre en fait pour chercher des partenaires. Donc on avait eu la chance de... C'est un film qui sera en coproduction aussi avec la même boîte qui a produit L'Arbre sans fruits. C'était une coproduction Niger-France, mais cette fois-ci c'est Niger-Mali-France. Bon, parce que c'est aussi un problème qui touche tout le Sahel. Donc on l'avait pitché à Ouaga Film Lab et on a eu la chance d'avoir une bourse allemande de 3 mois là où je vais aller pour l'écriture en 2018. Et aussi il a commencé à faire un parcours de projet parce que la région du Pays de la Loire s'est déjà positionnée en nous accordant une aide au développement. Donc actuellement je suis en train de l'écrire. Donc dès que je rentre de cette tournée là, je vais aller pour 2 mois en immersion pour faire les premières images qui vont nous servir de faire un teaser pour la recherche du financement et aussi mûrir le projet parce que bon, c'est un projet qui ne peut pas se faire en urgence en fait. Il faut rester avec les gens, questionner plein de choses pour un peu comprendre. C'est pas un film qui va raconter la violence, mais plutôt c'est montrer comment des petits gens arrivent à se donner la main pour en fait redorer l'image de leur ville et aussi pour combattre une certaine violence. Et je compte suivre des jeunes que j'ai formés d'ailleurs, parce que je suis volontaire dans un programme de l'USAID sur la question de la résilience communautaire et comment contrer l'extrémisme violent. Donc il y a quelques jeunes au niveau des Zander, après la fermeture du projet, ils ont continué à faire du théâtre participatif, là où ils vont de quartier en quartier, ils font des investigations et ils montent des pièces de théâtre pour sensibiliser les gens par rapport à tous les mots qui minent la ville. Donc je compte suivre ces jeunes-là à travers lesquels on va raconter la ville. Donc c'est à travers 2 grands quartiers. Et il y a un quartier qui s'appelle Karakara qui a été... c'est un village en fait qui a été créé à l'époque dans les années 80 pour recaser des gens qui étaient atteints de la question de la lèpre. Et donc avec la conurbation, aujourd'hui il est devenu presque le cœur de la ville. Et il y a un second quartier qui accueille aussi tous les rejetés de la société. C'est un quartier qui s'appelle Tedejamos, qui est là où se trouve la seule maison close de la ville et aussi là où se trouvent tous les dépôts alcooliques et là où se fait tous les trafics de drogue et autres. Donc je compte raconter la ville à travers ces 2 quartiers-là, que ces jeunes-là vont aller raconter à travers l'art aussi. En fait, c'est l'art qui filme l'art, quoi. À travers les cinémas mobiles, c'est une des composantes de ce projet-là, là où on fait des petits courts-métrages et on projette pour inviter les gens à se faire leur propre morale, en fait, à regarder un film. Et après, il y a un débat après qui s'est fait, quoi. Donc c'est à travers ces 2 composantes-là, je compte raconter l'histoire de cette ville-là et comment ces jeunes-là sont en train de faire un vrai travail à l'interne pour pouvoir dénoncer les politiques, dénoncer aussi certains religieux qui arrivent aussi à enrouler des jeunes dans des idéologies. Donc c'est comme ça que je compte raconter ce projet-là qui est actuellement en écriture. Bravo. Y a-t-il encore quelques questions? Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage toujours dans ce nouveau projet. Merci. Vous êtes toujours fidèle à votre audace et votre courage et j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau ici même pour ce prochain film. Bravo, hein, je suis très touché et le public aussi.
Donc je vous remercie. Voilà, la soirée se termine. On a un autre rendez-vous, toujours dans le cadre de la solidarité, du Festival des Solidarités, jeudi prochain, à 20h15, avec l'association MA, où là, il sera question de maternité, comment accoucher, avec le film Loba, un documentaire aussi catalan, comment accoucher aujourd'hui naturellement. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre attention et votre bienveillance, et bravo à Aïcha. Merci.